Ah bon, alors donc il faut que je parle fort. Fort, oui, on vous entend quand même. Malheureusement, je n'ai pas fait de politique. J'étais tenté à un certain moment par la politique. Et puis je me suis dit, je n'ai pas la voix. Et alors j'aimerais avoir... Alors j'ai plutôt la voix de Barnier, vous voyez. Bon, ça marche pas très fort. J'aimerais avoir la voix de Barouin. Barouin, il a une très belle voix. Et je crois qu'en politique, c'est très important. Avoir une voix un peu forte. Et puis être un peu corpulent, c'est aussi une bonne chose. Bon, alors on vous a dit que j'étais diplomate, et évidemment, je ne faisais pas état de mes opinions légitimistes. Parce que j'étais employé par la République, donc dire que j'étais pas pour la République, c'était pas gagner mon pain. Bon, maintenant, je suis à la retraite et je peux dire ce que je pense. Et il y avait quand même un événement dans toute ma carrière que je n'aimais pas fêter, c'était le 14 juillet. Ma femme disait, le 14 juillet, on donne à manger à des gens qui n'ont pas faim et à boire à des gens qui n'ont pas soif, et tout ça aux frais du contribuable. Bon, pour moi, le 14 juillet... ça devrait être un jour de deuil, n'est-ce pas? Parce que c'est ce jour-là que la France a commencé à plonger. Parce que, qu'est-ce qu'était la France en 1789? C'était tout simplement la première puissance du monde. 1 million de naissances en 1789. 1 million de naissances. Plus jamais ce chiffre n'a été atteint. L'année dernière, c'était 810 000. Pour une population double. Bon. Pays le plus peuplé d'Europe, le plus riche, le plus intelligent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien britannique très connu qui s'appelle Simon Schama, qui est éditorialiste dans le Financial Times, vous pouvez le lire régulièrement, et en plus, il est professeur aux États-Unis, à New York, à l'Université de Columbia. Et qu'est-ce qu'il dit sur les Français de 1789 dans un livre qu'il a publié qui s'appelle Citizens, Citoyens? Il dit que les Français de 1789 savaient plus et mieux lire et écrire que les Américains de maintenant. Alors, ça m'a paru un peu invraisemblable. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on enseigne dans nos écoles. Et pourtant, ce type qui est anglais, qui enseigne aux États-Unis, est-ce qu'on ne l'aurait pas contredit s'il avait dit du mal des Américains d'aujourd'hui sans fondement? Donc voilà ce qu'était la France. La France était le phare du monde. Donc c'est très simple. Je vais vous donner quelques noms. Buffon. Buffon, il a fait un ouvrage en 36 volumes pour décrire l'histoire naturelle. Bon, Buffon, il n'y avait pas d'équivalent. Buffon. Bon, Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck, il a tout simplement inventé la première théorie de l'évolution un siècle avant Darwin. Ça, on le dit pas beaucoup. Et puis enfin, un immense savant, Lavoisier. Parce que jusqu'à Lavoisier, les Européens, dans le monde, ont continué à croire que le monde était formé de 4 éléments. L'eau, la terre, l'air, le quatrième, le feu. Bon, au XVIIIe siècle, les gens croyaient encore ça. Et qui est-ce qui les a décelés? C'est lui. C'est Lavoisier. Car il a analysé l'air et il a analysé l'eau. Et c'est lui qui a inventé les mots oxygène, azote,
et hydrogène. Bon, voilà ce qu'était la France à ce moment-là. Bon, en plus, c'était la première puissance, non seulement économique, mais militaire. Car nous venions, la Royale venait de gagner la guerre d'Amérique. Bon, les Anglais, il faut le reconnaître, les Britanniques, leur flotte dominait depuis le XVIe siècle. Et elle a dominé pendant la première partie du XVIIIe siècle. Mais elle a quand même été battue par la Royale sous Louis XVI au moment de la guerre d'Amérique. Donc voilà ce qu'était la France. Et qu'est-elle devenue après la France, après le 14 juillet? Elle était d'abord un État de droit, contrairement à ce qu'on nous raconte. On nous dit que le tyran, les tyrans, et alors on nous parle d'absolutisme. L'absolutisme, ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait rien sur terre au-dessus de notre roi. Mais ça ne voulait pas dire qu'il avait un pouvoir absolu, pas du tout. Regardez, Simone Berthier vient de publier un énième livre sur mon homonyme Nicolas Fouquet, le procès Fouquet. Et on voit très bien que Louis XIV voulait la mort de Fouquet, pour différentes raisons très personnelles. Il voulait régner par lui-même. Et Mazarin, qui était son parrain, lui avait imposé Fouquet. Et il voulait se débarrasser de Fouquet. Il n'y a pas réussi. Parce que le tribunal qu'il avait lui-même nommé, présidé par un Dormesson, c'était pas Vladimir, mais c'était un Dormesson, présidé par un Dormesson, a refusé. Donc, il n'a pas été... Et puis, il y a un autre exemple très connu, c'est au moment de l'affaire des diamants de la reine, le cardinal de Rohan, qui aurait bien mérité d'être mis en prison, n'est-ce pas? Il a été ridicule dans cette affaire. Louis XVI aurait voulu le faire condamner, les parlements l'ont libéré. Donc, voilà ce qu'était la France au moment du 14 juillet. Et nous sommes obligés de fêter le 14 juillet. Je crois que tous, nous pouvons nous en désoler. À ce point, est-ce qu'il y a quelques questions? On peut procéder comme ça, si vous voulez, oui. Parce que j'aime bien... Votre introduction, ça. J'aime bien le dialogue. S'il y avait quelques questions, ça me ferait plaisir. Xavier, non? Pas de questions? Excusez-moi. Xavier Lafranche, M. Fouquet fait l'honneur d'être un ami. Et c'est pour ça que je suis venu. Non, il y a une chose sur laquelle je reviendrai, c'est sur la Royale, justement. Puisque la Royale, qui après est devenue donc la Marine nationale, tout le monde connaît Trafalgar, qui est un désastre sans nom. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, à l'époque, c'était très difficile de constituer une marine. C'était un processus extrêmement long. Et la plupart des officiers de marine, au moment de la Révolution, ont émigré. C'est-à-dire que les officiers de marine en 1805, qui étaient à Trafalgar, n'étaient absolument pas aptes à être confrontés à Nelson. Tout à fait. Et donc ce drame, en fait, par national, puisque c'est une des défaites les pires de l'histoire de France, n'est pas une défaite, on a pu le dire, de la France, mais c'est vraiment une défaite, une conséquence de la Révolution, en fait. Défaite du régime. Voilà, exactement. Tout à fait, oui. Bon, alors, pour en revenir effectivement à ça, vous savez, il y a Franck Gaudiot, qui est un archéologue sous-marin, qui a fait des recherches à Aboukir, qui se trouve, c'est la baie d'Alexandrie. Et il a trouvé le navire amiral, qui s'appelait l'Orient. Et ce navire amiral faisait l'admiration des Britanniques en particulier. Il avait 120 canons. Et tout simplement, il a été pris par surprise, parce que Bonaparte était parti, avait laissé sa flotte sans ordre, et pressé les uns contre les autres, et les Anglais sont arrivés. Ils étaient commandés déjà par Nelson, et ils ont coulé l'Orient,
qui a explosé. On ne sait pas trop bien pourquoi. On pense qu'il transportait beaucoup de poudre pour les autres canons, et il a explosé. Mais alors, ce que personne ne sait, c'est que cet Orient s'appelait en réalité le Dauphin Royal. Et on l'avait changé de nom, puis après on l'avait appelé le Sans-Culotte. Donc Dauphin Royal était devenu le Sans-Culotte, et puis ensuite l'Orient c'était un peu neutre, mais c'était... la vraie raison, c'est que, ce qu'a dit Xavier Bertrand, les nobles qui étaient officiers de marine avaient été tellement brimés qu'ils étaient partis et que cette marine n'était plus commandée. Alors, cette marine, je continue là-dessus, faisait l'admiration absolue des Anglais. Et je vais vous dire la raison. Lafayette a été conduit à Boston sur une frégate qui s'appelait l'Hermione. Et les Britanniques se sont emparés de cette frégate. Et ils l'ont trouvée tellement bien qu'ils en ont copié les plans. Et ces plans, on les a toujours, et grâce à ces plans, on vient de reconstituer l'Hermione à Rochefort. Elle a été mise en eau l'année dernière, et normalement, elle devrait, l'année prochaine, faire la traversée pour Boston. Donc, vous voyez, notre royal était the finest in the world. J'emploie le mot parce que c'est un livre qui n'a pas été traduit, d'un certain Arthur Herman, qui a fait un livre sur la marine britannique. Son but, c'était de vanter la marine britannique. Et ce livre s'appelle « To Rule the Waves », pour gouverner les flots. Et dans ce livre, en faveur de la marine britannique, il arrive à dire que les vaisseaux français étaient les meilleurs du monde. C'est quand même intéressant, parce qu'au moins on a un point de vue objectif. Bon, parce que nous avons tout inventé, y compris le bateau à vapeur. Le bateau, j'ai vérifié dans l'Encyclopédia Britannica, parce que les Anglais et les Américains, évidemment, disent en général que c'est eux qui ont inventé le bateau à vapeur. Et c'est vrai dans la mesure où les bateaux à vapeur commerciaux n'ont pas été inventés chez nous. Tout simplement, le premier bateau à vapeur du monde, il a été expérimenté sur la Saône par un certain Jouvroy d'Abance, qui a fait marcher ce bateau en 1780. En 1780. 10 ans plus tôt, les Français avaient inventé, devinez quoi? La première automobile. La première automobile, c'était un certain Cugnot. Bon, certes, ce n'était pas une automobile à essence, mais c'est dans le monde la première fois où un véhicule automobile a été créé. Et on n'a pas l'exemplaire de 1770, mais on a celui de 1771 que vous pouvez voir au CNAM, ici à Paris. Donc voilà, une deuxième invention capitale, l'automobile, le bateau à vapeur. Et il y a une troisième, c'est le transport aérien. Le transport aérien, c'était en 1785, un certain Jean-Pierre Blanchard a traversé la Manche de Douvres à Calais. Et il avait avec lui un Américain. Et puis aussi un petit chien qu'il a jeté avec un parachute. Donc, il est aussi, ce Blanchard, est aussi l'inventeur du parachute. Bon, alors, tous ces acquis, ils se sont effondrés après le 14 juillet, parce que plus personne n'avait intérêt à investir dans ceci ou cela. Nous allons voir pourquoi. Et Jean-Pierre Blanchard, par exemple, est allé se mettre au service des Américains, et il est allé à Philadelphie faire des essais de transport aérien
c'était pas des montgolfières, hein, c'était déjà avec du gaz, je ne sais plus quel gaz, mais c'était pas seulement la chaleur, ça devait être de l'hydrogène, il me semble. Et il a fait cette démonstration devant Washington. Donc voilà notre pays tel qu'il était en 1789, et il n'a pas pu tenir ensuite parce que, et ça on l'ignore, entre 1789 et 1815, le niveau de vie des Français a baissé de moitié. Donc on comprend très bien que nous avions le premier PIB d'Europe, par habitant évidemment du monde, mais d'un seul coup, nous avons perdu la moitié à cause de la Révolution et des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ce qui a été la catastrophe qui a fait que maintenant, nous sommes loin. Il paraît que nous sommes la 5e puissance économique, je veux bien. Et on est en train de se faire dépasser par les Allemands, vous savez, même en ce qui concerne la production agricole, tellement notre politique agricole commune est très mal organisée. Et bon, enfin, c'est dommage, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nos scientifiques ont fait en partie guillotiné aussi, comme Lavoisier en 1793. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Lavoisier a été guillotiné en 1994, je crois. Et au moment de sa condamnation à mort, il a demandé un sursis, non pas par peur, mais a-t-il dit, je demande un sursis pour continuer une expérience qui est en cours. Et le président du tribunal lui a fait une réponse qu'on cite en général tronquée. Cette réponse, c'est « la République n'a pas besoin de savants ». Et il a ajouté « ni de chimistes ». Parce que pour lui, voilà. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Alors voilà, effectivement, nous sommes tirés une balle dans le pied, comme on dit, ou scier la branche sur laquelle nous sommes assises. Et nous, en plus, nous continuons tous les ans à fêter cette aberration. D'autres questions? Donc 1789, une révolution réactionnaire, vous nous aviez dit il y a 10 ans. Il y a 10 tout à ans fait. Alors bon, l'une des raisons, enfin, vous me mettez sur la voie, l'une des raisons de ce goût pour le retour en arrière, c'était l'admiration de l'Empire romain. L'admiration de l'Empire romain, ça remonte à très haut. C'est en grande partie la faute de l'Église, d'ailleurs, je veux dire. Parce que c'est l'Église qui a sauvé les chefs-d'œuvre de la littérature latine. S'il n'y avait pas eu des moines, parce que nous n'avons aucun manuscrit de l'Antiquité, nous avons des choses gravées sur des pierres, mais très peu de manuscrits, quelques-uns retrouvés en Égypte sur des papyrus, mais en Europe même, nous n'avons aucun volume ou aucun manuscrit datant de l'Antiquité. Toute l'œuvre des grands historiens romains, des grands littérateurs, a été recopiée par des moines à partir des années 600, 700, enfin ce qu'on appelle le Moyen-Âge. On appelle le Moyen-Âge pour abaisser cette période qui était en réalité une période extrêmement féconde. Une période extrêmement féconde. Et en sauvant ces manuscrits, on a sauvé toute une littérature qui disait du bien de Rome. Pourquoi? Parce que les Tacites, les Suétones, les Virgiles, c'était des courtisans. C'était des gens qui disaient du bien. Quelquefois, ils disaient du mal de la dynastie d'avant. Mais ils disaient toujours beaucoup de bien, et en particulier, les œuvres qu'on a le plus, celles de Tacite en particulier, portent sur les Antonins. Ce qui fait qu'on a pendant très longtemps cru que la période des Antonins, qui va donc de Nerva à Commode, en gros c'est le IIe siècle,
que la période des Antonins était une grande période de l'humanité. Et qui a diffusé ça le plus? C'est quelqu'un qui écrivait au moment de la Révolution, c'est Gibbon. Gibbon, qui avait d'ailleurs voulu épouser celle qui est devenue Madame Necker, il n'a pas réussi. Alors il était très triste, alors du coup il a travaillé, et ça a été une bonne chose pour l'histoire. Mais la chute, le déclin et la chute de l'Empire romain, donc de Gibbon, s'est fondé uniquement sur des témoignages littéraires. Or, tout ça est en train d'être mis en question, pas seulement dans nos universités, parce que dans nos universités, on aime répéter les choses du siècle dernier, mais en Allemagne, en Europe du Nord, en Angleterre, l'archéologie est en train d'avancer et de nous révéler un empire romain et une république romaine totalement différents de ce qu'on pensait. La partie, je ne dis pas l'Europe, mais la partie de l'Empire romain qui était en Europe, car l'Empire romain était, comme vous savez, sur un trépied, une partie en Europe, une partie en Asie, une partie en Afrique. Et en gros, c'était au sud du Rhin et du Danube. Et cette partie s'est dépeuplée très fortement à cause des Romains. Et on le sait maintenant par l'archéologie. Car on a longtemps, par exemple, surestimé le rétrécissement urbain. Vous savez, on constate que dans les villes, il y avait, à la fin de l'Empire romain, ça se dépeuplait. Et on a cru que c'était les invasions barbares. Et pas du tout. Maintenant, on sait que l'Empire romain a commencé à se dépeupler, l'Italie en particulier, dès la République, avant César. Dès la République, à cause de l'esclavage, très probablement, la raison c'est que plus de la moitié de la population étant esclave, ce n'étaient pas des petits agriculteurs qui travaillaient la terre, c'était des latifundia, qu'on appelait villa ou villets, d'où tous nos noms de villes qui se terminent par ville. En réalité, ce n'étaient pas des villes, c'était des domaines, des grands domaines, où le soir, les esclaves étaient enfermés dans des ergastules. On ne les laissait pas se reproduire parce qu'il n'y avait pas besoin, puisqu'il suffisait de faire la guerre, et on faisait la guerre de l'autre côté du Rhin ou du Danube, et on ramenait des esclaves, et donc ça alimentait, mais en réalité, le nombre de gens baissait. Et alors quelque chose de tout à fait récent, c'est une étude de cimetière qu'on a trouvée à Rome. Et on a fait des études statistiques, parce qu'à partir, quand on a un millier de tombes, on peut se permettre de faire des statistiques. Et on trouvait 140 hommes pour 100 femmes. 140 hommes pour 100 femmes. Même en Chine aujourd'hui, ce n'est pas cette proportion-là. Et l'étude de l'espérance de vie à la naissance, on pense que c'était de l'ordre de 22 ans pour les hommes et de 20 ans pour les femmes. La vie sous l'Empire romain était terrible. Alors, il y avait une chose qui fonctionnait très bien, c'était la légion. La légion romaine, ça, chapeau, ça marchait très très bien. Et si vous lisez les commentaires de César, vous vous apercevez que ce qu'il est venu faire, il est venu piller la Gaule. Car les Italiens s'appauvrissaient à cause du système esclavagiste, alors que la Gaule prospérait. Seulement, la Gaule était divisée. Et César nous dit qu'il y avait 90 peuples. Bon, je pense qu'il exagère, il y avait des structures fédérales, les druides, etc. Mais finalement, on connaît très peu de choses, parce que les Romains
ont anéanti. Alors je vais vous donner un exemple très, très simple, c'est Bourges. Bourges, ça s'appelait Avaricole. Et César dit noir sur blanc quand il a conquis la ville, ils se sont rendus et il a fait tuer 42 000 personnes. 42 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Et si vous regardez là, c'était les Bituriges, les habitants d'Avaricole. Et si vous regardez aujourd'hui la population, personne n'est de Bourges ici, mais je crois que la population de Bourges aujourd'hui est d'environ 55 000 habitants. Donc vous voyez que si à l'époque de César, on pouvait tuer 42 000 personnes dans une ville, ça voulait dire que la Gaule était très peuplée. La Gaule était, d'après... Bon, comme toujours, les spécialistes se disputent. Mais en gros, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il y avait environ 4 millions d'habitants en Italie et 8 millions en Gaule. Mais certains vont jusqu'à 20 millions. Alors je ne vais pas prononcer la marge, comment ça s'appelle ? La fourchette est très grande. La fourchette est très grande. Mais ce dont on est sûr, c'est que nous étions beaucoup plus riches que les Romains, et ensuite, nous sommes devenus très pauvres, parce que, bon, il suffit de lire ce qui s'est passé dans le sud, au moment de la dernière résistance, il a fait couper les mains de tous les gens qu'il a pris. Quand on coupe les mains des gens, forcément ils ne survivent pas, n'est-ce pas? Donc il est probable que la population de la Gaule a diminué très fortement. Et c'est Pline l'Ancien qui nous dit que, selon l'évaluation de l'époque, César avait fait tuer au moins 1,5 million de Gaulois. 1,5 million de Gaulois. Vous voyez c'est les pertes de la guerre 14. Vous voyez la cruauté du système. Donc, l'archéologie, maintenant, nous a montré que l'Empire romain, la République et l'Empire romain ont dépeuplé la partie européenne qu'ils contrôlaient. Mais, de l'autre côté du Rhin ou du Danube, il y avait des barbares. On les appelait les barbares, bien sûr. Et alors, on a trouvé récemment des hauts fourneaux. On a prouvé que ces gens fabriquaient des armes très supérieures à celles que faisaient les Romains. Donc c'est l'une des explications. C'est pas, en réalité, il n'y a pas eu d'invasion barbare, mais il y a eu une dépopulation. Ensuite, en particulier sous le règne de Claude, vous savez, on autorisait des gens, des Germains à venir s'établir dans la partie de l'Empire romain, tout simplement parce que les terres étaient vides. Et donc, il y a eu là un mouvement qui n'a pas été une invasion barbare, mais qui a été tout simplement que l'Empire romain s'est cassé la figure. Et il a perdu de sa population. Alors, quand la population, alors là aussi c'est un sujet de controverse, quand la population européenne s'est-elle mise à croître à nouveau? Alors, les spécialistes se disputent là-dessus. Certains pensent que c'est dès le VIe siècle, d'autres pensent que c'est au 7e ou au 8e siècle, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'entre l'an 500 et l'an 1000, la population européenne a augmenté probablement doublé. Voilà, quelque chose entre la moitié et le doublement. Vous savez, dans ce domaine, les choses ne sont pas très précises. D'autres questions? Oui, donc on a, effectivement, en se retournant vers Rome, c'était effectivement... Ah oui, je partais de là, voilà, je parlais réactionnaire. Mais évidemment, on se tournait vers un système qui n'avait pas marché et qui ne marche toujours pas. C'est ainsi qu'on a inventé Bon, alors ma thèse, c'est qu'on a inventé le totalitarisme en 1789. En réalité, c'est ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité qu'on a inventé, mais les racines du totalitarisme.
C'est de l'imposture. Oui, il y a une méthode qui est valable pour démontrer la population. Oui. Sous l'Ancien Régime, on comptait le nombre de feux, c'est-à-dire de foyers, on multipliait par 6 ou par 7 pour avoir la population totale. Est-ce que à cette époque-là, on n'avait pas compté le nombre de foyers, puis faire une multiplication pareil? Oui, mais alors, en archéologie, il est assez difficile de trouver les foyers. Et je veux dire foyer fiscal. Oui, mais vous savez, on n'a pas gardé beaucoup d'archives et de statistiques. Non, mais c'était les foyers, c'était le feu qui sortait, on les comptait. C'est ça l'origine du foyer, vous savez, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'endroit où il y avait une cheminée. Voilà. C'était comme ça. Oui, monsieur. Parmi ceux qui survivaient en Gaule, ils étaient, semble-t-il, emmenés de façon considérable en esclavage en Italie. Il paraît notamment que pour se venger de Vercingétorix, César aurait fait déporter la majorité des Auvergnats, enfin des Arvernes, en Italie. Ce qui expliquerait aussi qu'aujourd'hui, l'Auvergne paraît un peu dépeuplée et assez peu développée, parce qu'on lui aurait enlevé au départ toute sa population qui serait partie esclave en Italie. Oui, c'est probable. On n'a pas de preuve de ça. Bon, alors, l'histoire de Vercingétorix, là aussi, c'est la bouteille à l'encre. D'abord, personne n'est d'accord sur Alésia. Oui. Alésia, est-ce que c'est Alice Sainte-Reine, comme on pensait à l'époque de Napoléon III, ou est-ce que c'est dans le Jura? Franchement, j'ai essayé de lire tous les livres qui sont parus là-dessus, je ne me prononce pas parce que les spécialistes sont vraiment à couteau tiré là-dessus. On ne sait pas. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que les Auvergnats ont été des victimes de César. Alors, pourquoi, c'est une question qu'on s'est longtemps posée, pourquoi Vercingétorix a-t-il mis son plus bel uniforme, pourrait-on dire, monté sur son cheval, et a-t-il été voir César comme ça, au lieu de se rendre tout à fait normalement? Eh bien, c'est parce que il était en réalité un collaborateur de César. Il y a de très fortes chances pour qu'il ait participé, parce que César avait beaucoup d'alliés quand il est arrivé. Il a joué les uns contre les autres. Et Vercingétorix faisait partie, donc, et il a cru que César allait lui pardonner. Et César a été extrêmement cruel, puisqu'il l'a gardé 3 ans avant de le faire tuer. Mais il y a une petite histoire dont personne ne parle, à propos des Arvernes. C'est à la veille de la bataille de Poitiers. La bataille de Poitiers, on pense connaître l'endroit, c'est un endroit qui s'appelle Moussé-la-Bataille, qui est juste un peu au nord de Poitiers. Et là, qui était du côté européen, va-t-on dire? C'était d'abord les Francs. Charles Martel, donc le grand-père de Charlemagne, Charles Martel était le chef. Et puis, il y avait aussi des Visigoths, qui venaient de la région de Toulouse. Et puis, il y a eu des gens qui sont venus de la région de Clermont-Ferrand. Et dans le texte qu'on a là-dessus, on ne dit pas que c'est des Arvernes. Je vais vous dire ce qu'on dit d'eux. Ils sont arrivés donc de la région de Clermont-Ferrand, mais en retard. Et Charles Martel n'était pas content. Et quand ils sont arrivés, quand même, grand soulagement de la part des Francs qui attendaient ce renfort. Et qu'est-ce qu'ils ont crié? Devinez ce qu'ils ont crié. Ils ont crié « Romani! Romani! » Les Romains. Alors, je pense que Vercingétorix, le pauvre, a dû se retourner dans sa tombe quand il a entendu que ses descendants, les descendants des Arvernes, étaient devenus des Romains. Et effectivement, la Gaule a été tellement colonisée que nous n'avons... Vous savez le pourcentage de mots gaulois dans notre vocabulaire? C'est 0,1%.
Le pourcentage de mots francs est 10 fois plus élevé, c'est de l'ordre d'1%, 1,7%, voilà exactement, d'après là aussi des spécialistes. Donc vous voyez, la culture celte a été complètement éradiquée par les Romains, qui se sont sentis, on les a persuadés qu'ils étaient des Romains. Et je vous dis, ils sont arrivés en renfort pour Charles Martel en tant que Romains. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient devenus des Romains. Et nous parlons quoi en ce moment? Nous parlons un patois latin. Nous parlons un patois latin qui n'a rien à faire avec le gaulois, 0,1%, et 1,6% ou 7% avec les racines franques. Par exemple, garçon, c'est franc, guerre, c'est franc. Bon. En revanche, tonneau, inventé par les Gaulois, c'est celte. C'est l'un des rares mots celtes. Je vais répondre à votre question. Je rapproche là d'une autre constatation que j'ai faite au Moyen-Orient. Les chrétiens, quels qu'ils soient, pas seulement les catholiques romains, qui sont peu nombreux finalement, parce que vous avez des catholiques non romains, non latins, puis il y a les orthodoxes, les précalcédoniens, on les appelle tous des Roumes. Ah oui, les Roumes, c'est-à-dire des Romains. Les Roumes. Tous. Bon, alors je vais vous dire, il y a quand même une autre ethnie qui a battu les Romains. C'est laquelle? Eh bien, c'est ceux qui nous ont donné notre nom. C'est les Francs. C'est les Francs. Et quand j'étais en Malaisie, je me suis mis à apprendre le malais. Et je me suis interrogé, j'ai regardé, qu'est-ce qu'on dit pour Européen? Eh bien, Européen, c'est Farange. Nous sommes des Faranges. Donc, vous voyez, les Francs, de ce point de vue-là, ont battu les Romains. Moi, je me sens franc, plus que romain. Bon, ceci dit, nous sommes de culture latine, il n'y a rien à faire. Notre langue, nous sommes... César a gagné, de ce point de vue-là, César a gagné. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est adopter ce système centralisateur, ce système qui n'est pas l'état de droit. Car les Romains, on nous parle du droit romain, les Romains n'ont jamais été un état de droit. Car leur système, c'était l'impérium. L'impérium permettait au consul de dire un tel, je le condamne à mort. Il n'y avait pas d'appel, c'était le système de l'impérium. Et je trouve extraordinaire que comme vous savez, les consuls étaient suivis de bourreaux qui avaient des faisceaux de verge et une hache. Bon, la verge, c'était pour les petits délits. On laissait les gens ensanglanter, mais enfin, on ne les tuait pas. Et puis, la hache, évidemment, c'était pour les choses sérieuses. Et qu'est-ce que nos ancêtres, là, nos ancêtres de 1789, ont été cherchés chez les Romains pour le mettre partout sur les emblèmes des bourreaux romains. Voilà le symbole de la République. Alors, quand on me parle des valeurs de la République, je me dis, mais c'est quoi les valeurs de la République? C'est les faisceaux du licteur. La hache et les... Du licteur. Les faisceaux du licteur, exactement. Les licteurs, mais comme vous savez, les licteurs, c'est le les faisceaux du licteur, même. Les faisceaux du licteur, exactement. Mais licteur, c'est un mot un peu savant. En réalité, c'est des bourreaux. C'est des bourreaux, vous êtes d'accord? Bon, et voilà les symboles que nous avons retenus. C'est un peu dommage. Et en réalité, l'état de droit a été inventé beaucoup plus tard dans l'Europe chrétienne. Voilà. Mais ça c'est le secret de l'Occident. Le secret de l'Occident. Mais alors, le secret de l'Occident, je le laisse dans le dernier chapitre de mon livre, justement pour forcer les gens. Alors évidemment, moi je suis comme tout le monde, quand je lis un roman policier, je vais toujours voir à la fin ce qu'il y a. Donc, mais enfin, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Ah bon? C'était le titre de votre conférence. Bon, alors c'est le titre de ma conférence. Bah, oui. Voilà. Je dis que le secret de l'Occident, c'est l'amour. C'est l'amour dans le sens chrétien. Alors, je vais vous parler d'une institution royale sur laquelle on ne s'appesantit pas assez, à mon avis. C'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds est quelque chose que les papes
pratique. Comme vous savez, c'est l'évangile selon saint Jean. Il n'y a que dans l'évangile de Jean qu'on en parle, qui dit que le jeudi saint, au moment de la scène, la veille de la mort du Christ, il a lavé les pieds de ses apôtres, qui ont protesté, qui ont dit « Mais Seigneur, comment, faites tout ça, etc. » Et il a donné là une extraordinaire leçon d'humilité que vous ne trouvez dans aucune culture. Si vous regardez la culture chinoise, les cultures indiennes, enfin toutes les cultures, vous ne trouvez jamais cette leçon d'humilité extraordinaire. Et les papes lavent les pieds de 12 pauvres tous les ans sur le jeudi saint, mais aussi nos rois. Alors, certains disent que ça a commencé avec Clovis. En réalité, on n'a pas de trace. La première trace, c'est le deuxième capétien, c'est Robert II, qui a lavé les pieds de 12... Et la dernière fois, vous savez... Charles X, non, je crois. Charles X. Bravo, c'était Charles X. C'était le jeudi saint 1830 que le roi Charles X... Alors là, je ne sais pas pourquoi... Figurez-vous que ce n'est pas à 12 enfants, c'est à 13 enfants. Alors je crois que ça lui a porté malheur. Il a lavé les pieds de 13 enfants pauvres. Vous savez pourquoi 13? Je sais pas, mais en hébreu, chaque mot a une signification et le 13 c'est l'amour en fait, il n'y a pas de... Ah, ben il y a peu. Voilà une piste à c'est une piste, mais malheureusement, c'était le jeudi saint 1830 et 3 mois plus tard, c'était les journées de juillet qui mettaient fin. Alors, il est le dernier à avoir touché les écrouelles en plus. Alors, toucher les écrouelles, c'est aussi l'aspect miraculeux de nos rois. Mais l'aspect miraculeux est très intéressant. Mais je trouve encore plus intéressant ce phénomène de modestie qui fait qu'un homme à qui on enseigne que bien qu'il soit roi, il doit laver les pieds des pauvres, ça doit rester quelque chose quand même dans son esprit, même s'il est Louis XIV, ou s'il se sent un peu tyran, ça lui rappelle qu'il doit rendre compte à Dieu, et dans toute notre histoire, on s'aperçoit que nos rois n'ont jamais été des tyrans, il n'y a aucun tyran dans notre dynastie capétienne, alors que ça ne manque pas, si vous comparez la dynastie des Ottomans, etc., ont tué les enfants, etc. Bon, les Mérovingiens ont été très cruels, ça il faut reconnaître, Clotaire tuant les fils de ses frères, etc. Ça, les Mérovingiens, ça a été atroce. Ça a été un peu mieux sous les Carolingiens, mais les Capétiens, dans l'ensemble, ils se sont bien conduits. D'autres questions? Ce que vous venez de dire va tout à fait dans le sens de ce que le Père Pic nous a dit en retraçant l'itinéraire spirituel du roi Louis XVI, donc le 25 janvier, en nous expliquant qu'il y avait deux démarches. La démarche qui consiste à s'en remettre à Dieu et à se défaire de soi-même, que le roi a si bien fait, et ensuite la démarche qui est de perpétuer l'amour des autres, ce que le roi a fait en pardonnant au moment de mourir. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment au nom de l'amour de Dieu. Non, non, bien sûr. Et moi, il a été question d'en faire un saint, je ne sais pas où ça en est. Oui, peut-être au camp au courant. Tu sais, les causes romaines, ça prend parfois des oui, siècles. Parfois, ça n'aboutit pas. C'est vrai qu'on aurait aimé un roi un peu moins chrétien. Au moment où il fallait... Vous savez que malheureusement, il avait lu un livre sur l'expérience britannique. Et sur Charles Ier. Alors, il disait, je ne ferai jamais tirer sur la foule comme Charles Ier, et je ne m'en irai jamais de mon pays comme Jacques II. Et ça a été catastrophique en un sens, parce que s'il avait fait tirer sur la foule à certains moments, vous comprenez, les journées d'octobre, c'est épouvantable. Et quand vous pensez que la famille royale est rentrée
avec les têtes de certains gardes suisses autour de son carrosse. C'était vraiment horrible. Donc il y a un moment où il a donné l'ordre aux Suisses de ne pas tirer. Il a donné l'ordre aux Suisses de ne pas tirer. Les Suisses se sont... Et le docteur Jourdan est un descendant de... Absolument. Samson Jourdan. Était son ancêtre qui était Fourier. Fourier des gardes. Absolument. Mais il y a un autre épisode qui, alors lui, n'est peut-être pas authentique, c'est qu'un certain Bonaparte on dit que c'était le dernier brevet de lieutenant que le malheureux Louis XVI avait signé avant d'être déposé, enfin de partir des Tuileries, et que ce nouveau lieutenant, qui était dans une petite mansarde, alors, je ne sais pas si c'est une œuvre, là, vers la rue de Rivoli, par là, et qui voit qu'on ne résiste pas. Les gardes il a dit couillon. Il a dit que couillon. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Parce que lui, là par contre, il a su à partir très rapidement comment fallait faire pour tirer. Mais alors, il y a beaucoup de nos amis très royalistes qui n'aiment pas Louis XVI parce qu'ils considèrent qu'il a été d'une insigne faiblesse. Il a contribué à sa perte. Alors c'est un débat. Et je pense que le père Pic a très bien d'ailleurs remis effectivement les choses. Il a parlé de la décision. Voilà, mais la décision, on peut se mettre à sa place aussi. On peut se mettre à sa place. Non, mais bien sûr. Et des mauvais précepteurs aussi. Charles X, c'est pareil. Charles X a manqué, il aurait pu faire une monarchie constitutionnelle. Il n'y a pas de doute que notre monarchie, d'ailleurs, était constitutionnelle. On continue de nous enseigner qu'il n'y avait pas de constitution. Mais si, il y avait les lois fondamentales. Bon, mais on a beau le répéter, et les Anglais n'ont pas non plus de constitution écrite. Pas plus que nous. Alors, qui va dire? Oui, Xavier. Est-ce que, justement, la grande intelligence des souverains anglais n'a pas été à un moment de se dire on va continuer à régner, mais plus gouverner? Mais bien sûr, tout à fait. L'erreur fondamentale de Louis XVI, c'est ça, c'était pas un homme politique. C'était pas un dirigeant. Il était fait pour régner, mais pas pour gouverner. Si jamais à ce moment-là, il était rentré dans une voie que plusieurs personnes lui avaient ouverte. Vous savez qu'il disait à ses collaborateurs, moi, je ne demande qu'à vous suivre. Le jour où vous serez tous d'accord, je vous suivrai. Mais malheureusement, et là, ça me fait un peu penser à François Hollande dans certaines circonstances. Quand même. Quelquefois, non, parce que moi, je l'ai connu, François. Et j'ai une certaine admiration pour lui. Car en tant que fonctionnaire, je l'ai vu fonctionner en tant que fonctionnaire. Donc c'est pas pareil que chef d'État, hein, mais en tant que fonctionnaire, il présidait une réunion, il était à la Cour des comptes à cette époque-là, et il présidait une réunion où il fallait mettre d'accord 4 ou 5 ministères, dont le mien. Et on était tous pas d'accord. Et bien il trouvait moyen, au bout d'une heure ou deux, de trouver la solution de compromis. Et de ce point de vue-là, j'ai une certaine admiration, mais il y a un moment, effectivement, il faut trancher, et là, c'est probablement son défaut, c'est de ne pas trancher. Bon, pour en revenir à Charles X, j'ai lu sur votre site que M. Daniel de Montplaisir était allé là-bas. Et bien, figurez-vous que moi, j'y suis allé avant lui, il y a 6 ou 7 ans. J'y suis allé de Trieste, en voiture. C'est un endroit qui s'appelait Goritz. Goritz, et qui maintenant s'appelle Goriza, parce que c'est en Slovénie. Bon, et quand je suis arrivé, personne n'a voulu m'ouvrir, parce que personne visite ce truc-là, c'est un monastère, et c'est dans une cave, et finalement, j'ai déniché un moine, à qui j'ai fait quelques sollicitations, à qui j'ai donné un bon billet, et qui m'a ouvert la porte, mais qui n'a pas voulu descendre avec moi parce que c'est très raide. Et puis alors, je suis descendu, et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une tombe sur laquelle il y avait CX. Voilà. Et CX. Et à droite,
il y avait MT, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, Madame Royale. Voilà. Voilà, et c'est ça tout. continue. Et je dois dire, les larmes sont venues aux yeux. bien sûr. J'étais très triste de voir que notre dernier roi légitime est totalement Il est là. abandonné. Pas tout à fait. Nous y sommes à quelques-uns à y être allés bien avant Daniel de Montplaisir, donc avant vous, mais pas avec n'importe qui, avec le prince Alphonse. Ah bon, Nous sommes allés avec avec le prince Alphonse. Là, je peux vous assurer que les moines franciscains nous ont... D'abord, c'était encore la Yougoslavie. C'était en 86. C'était encore la Yougoslavie. Et le maire de... Parce que Goritz est divisé en deux. Il y a Gorizia italien et Goritz yougoslave. Voilà, c'est sur la frontière. Aujourd'hui, Slovène. C'est sur la frontière. Pour aller vite. Et alors, il y avait l'écho de ce qui se passait du côté italien. Le maire de Gorizia l'avait reçu. Enfin, c'était une grande affaire. Télévision italienne et tout. Alors, les Yougoslaves ont entendu ça. Et quand il a passé à la frontière, c'était encore la Yougoslavie. Mon Tito était mort depuis peu de temps, finalement. Eh bien, figurez-vous, non seulement les barrières se sont ouvertes, tous ces militaires, douaniers, policiers, gendarmes yougoslaves ont commencé à faire les saluts militaires, quasiment présenter les armes au prince Alphonse, parce que le bruit s'était répandu qu'il était là. Et il nous a emmenés, on l'a suivi donc jusque dans le boyau dont vous parlez, où se trouve Charles X. Et puis à gauche, il y a Louis XIX. Il y a Louis XIX. Il y a L19. Il y a absolument. Et pour finir sur Charles X, un épisode qui nous avons évoqué, les gars, c'était avec M. Cartron, si c'était la dernière fois, quand il y avait une petite polémique sur est-ce que Louis XIX pourquoi il avait abdiqué. Ben, il n'a pas abdiqué, ça a duré combien quelques mais heures. En fait l'idée de M. Cartron, c'est qu'il était dans la tradition de Louis XVIII, qui voulait faire quelque chose à l'anglaise. Ah, oui. Et que Charles X avait dit il vaut mieux scier du bois que de régner comme le roi d'Angleterre. C'est ce qu'on raconte, je ne sais pas si. Il avait tort. Donc je dois dire que la monarchie constitutionnelle, il ne faut pas la sous-évaluer. Dire le roi règne et ne gouverne pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'influence. Regardez la reine Elisabeth. La reine Elisabeth exerce une énorme influence. Et puis, il y a un autre argument que j'aime pas trop employer devant des royalistes, dont je suis bien sûr, mais c'est que c'est bien d'avoir une personne ordinaire, je dirais peut-être parfois médiocre, à la tête de l'État plutôt que d'avoir un tyran, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir des gens très ambitieux, mais ils n'atteindront pas, je penserai à un Sarkozy par exemple, ils n'atteindront pas le sommet de l'État. Ou un Bonaparte, ou même un Staline, ils n'atteindront pas, ils seront Premier ministre, mais ils n'iront pas. Donc ils ne pourront pas transformer le régime comme Poutine le fait. Parce que un président charismatique peut virer très rapidement à la tyrannie. Alors que la monarchie constitutionnelle fait qu'au sommet de l'État, vous avez en principe, allez disons-le, un médiocre, avec une exception de temps en temps, un Louis XIV, etc. Mais le médiocre, il représente une idée, il représente une religion, parce que, et c'est là où c'est capital, c'est que la religion est très liée, évidemment, à ce régime. Alors, je voyais François Hollande marcher tout raide l'autre jour, là. Il allait voir le pape. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, il marchait comme ça. Et le pape était chaleureux, le pape à la limite s'inclinait. Non, le pape était beaucoup plus... Le pape était beaucoup plus sympathique que Hollande. Et je pense que le pape a emporté l'adhésion justement par son attitude. Et j'ai pensé à notre grande tradition occidentale, qui est en réalité le secret de l'Occident, c'est les deux pouvoirs. Et les deux pouvoirs, ça a commencé très tôt. Pas à l'époque de Constantin. Constantin concentrait tous les pouvoirs. Et toutes les comptes rendus que nous avons, en particulier du concile de Nicée, je dis consul, vous voyez comme je suis la déformation. Le concile de Nicée, Constantin recevait tout le monde, manifestement, il a tout orchestré, il avait tous les pouvoirs. C'était
il n'y avait pas une dichotomie du pouvoir. Mais c'est venu un peu plus tard, c'est venu sous Théodose. C'est l'événement de saint Ambroise condamnant Théodose, qui avait fait tuer par ses soldats goths quelques Grecs agités à Thessalonique, qu'on appelle Salonique maintenant, et saint Ambroise a dit à l'empereur que si il ne regrettait pas, il n'avait pas faire amende honorable, il ne recevrait plus la communion. Et Théodose n'était pas du tout un enfant de cœur, hein. C'était un général originaire de Galice, dans ce qui est l'Espagne maintenant. C'était un type même assez féroce, d'après ce qu'on sait. Et il est venu s'incliner. C'est là qu'on voit comment les deux pouvoirs ont joué, comment l'Église, en réalité, a pris la place petit à petit. Et dès 476, l'Église a pris la place, le pape a pris la place de l'empereur. Et d'ailleurs, il a même pris les titres de l'empereur. Non seulement il a pris la pourpre, comme vous savez, la pourpre, c'était la pourpre des empereurs, et puis ce titre de Pontifex Maximus. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que Pontifex Maximus, en réalité, ça remonte à la République, aux origines de la République. Et le titre a été repris par César, et puis ensuite il a été transmis à tous les empereurs ont pris ce titre de souverain pontife, le grand faiseur de ponts, parce que à l'époque on bénissait les ponts, je présume, hein, et puis c'est seulement Gratien, c'est-à-dire le prédécesseur de Théodose, celui qui a enlevé la victoire du Sénat, vous savez, au Sénat de Rome, il y avait une statue de la victoire, et ce n'était pas très chrétien d'avoir une déesse là, donc il l'a enlevé, et puis il a dit, bah, cette occasion-là, je renonce au titre de Pontifex Maximus, qui est un titre païen. Eh bien, qui s'est emparé de ce titre païen? C'est le pape. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut advenir. Il y a déjà le titre de patriarche d'Occident qui a été abandonné. Ah oui, mais, dommage, ben, dommage. Oui, enfin, bon. Dommage. Oui. Et c'est le pape Benoît en plus, c'est pas le pape François qui l'a abandonné. Ah oui. Bref,